Bon, alors nous reprenons nos journées d'études avec notre cinquième partie intitulée Chorégraphier la lecture. Mathieu Blond était au programme, mais il s'est blessé, donc il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc le seul représentant de la chorégraphie de la lecture sera Benoît Toquet. Donc Benoît, après un master de création littéraire obtenu à l'université Paris 8, il y mène une thèse de doctorat portant sur la littérature en performance. Lui-même écrivain et performeur, il a publié 4 livres: Gloire Gouaille-Gauzier chez Supernova en 2018, Entartète Performance chez Extensible en 2020, Contrariété, publié chez Dernier Télégramme en 2020 également, et Habiter Outre chez Supernova en 2021. Il est fréquemment publié en revue papier comme numérique et porte régulièrement ses textes en public. Sa lecture performée en Tartette a ainsi été présentée à Bruxelles, Nantes, Paris, Marseille, Genève et Villeneuve-d'Ascq. En tant que chercheur, il a publié des articles à propos des relations entre littérature et performance dans la revue Littérature et sur le site Fabula. Et il va nous parler de Brian Campbell et de sa performance, lecture performée, tu nous diras, Oui, qui s'appelle Marvelous. c'est ça. Alors, bonjour. Alors, effectivement, je vais vous parler de. Alors, moi, je la présente comme une performance, hein, mais je ne me rappelle plus d'ailleurs dans le programme du festival où j'ai vu cette performance si elle était présentée comme performance ou autrement. Bon, peu importe. Mais donc, oui, c'est une communication qui porte sur la performance Marvelous de l'artiste états-unien Brian Campbell. Qui est une performance présentée en langue française, je le précise du fait de la nationalité de son auteur, et à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister en octobre 2016 à Marseille dans le cadre du festival Actoral. Pour la présenter succinctement, Marvelous a la particularité d'être à la fois une performance et un magazine de mode et de culture dont l'artiste est le rédacteur en chef. La performance prend la forme d'une visite guidée, que nous pourrions aussi bien appeler une lecture guidée. Le performeur se compare en effet au sommaire du dit magazine, tous deux ayant selon lui la fonction de guide, c'est-à-dire d'outil permettant d'en orienter la lecture. En effet, et ainsi que l'avance Brian Campbell, le mieux qu'on puisse faire en tant que guide, je le cite, moi et le sommaire, c'est d'essayer de deviner ce qui pourrait vous intéresser. Toutefois, si lors d'une lecture individuelle et silencieuse d'un magazine, le choix de lecture, de non-lecture, d'ordre et de vitesse de lecture revient en dernière instance au lecteur lui-même, bien que ce dernier puisse être influencé par les stratégies qui sont mises en place dans le magazine, et notamment par son sommaire qui met en avant tel ou tel article, lors de cette performance, et ainsi que c'est généralement le cas dans ce type d'événement, le spectateur n'a pas d'autre choix que de suivre le guide. On insiste ainsi à une lecture de l'ensemble du magazine, une lecture qui est médiée par le performeur. Les pages du magazine Marvelous sont projetées sur un écran, qui se trouve au fond de scène derrière lui, mais également présentes matériellement dans l'espace. Il s'agit donc non seulement de lire, mais aussi de déplier, dérouler le contenu du magazine Marvelous devant nous. Nous tournons les pages avec Brian Campbell, ou plutôt il les tourne pour nous. S'il commence par dévoiler avec humour les enjeux et stratégies de design graphique de ce type de magazine et plus généralement de la culture visuelle, le performeur se met cependant assez rapidement à digresser. Il allie le geste à la parole dans ce qui s'apparente véritablement, car Brian Campbell est également et par ailleurs danseur et chorégraphe, à une chorégraphie de lecture ou une lecture chorégraphiée, dont l'apparent naturel est en réalité parfaitement réglé, ce que le performeur ne manque pas de questionner de manière méta-énonciative, la dite énonciation n'en passant pas uniquement par le discours, mais également par la gestualité et l'image. Marvelous a donc une composante pluridisciplinaire, polyexpressive et multimédiatique, des qualités qui sont également celles de ce que Magali Nachtergael propose d'appeler la néolittérature. Plus généralement, ces qualités se retrouvent dans nombre de formes scéniques contemporaines, y compris d'ailleurs dans le chant théâtral. Elles font aujourd'hui partie de notre horizon d'attente. Alors sur la question de, comme je dis donc, ça en passe non seulement par le discours, mais la gestualité et l'image. Quant à l'image, ça en passe évidemment donc par le magazine, qui est à la fois projeté et dont les pages imprimées se retrouvent sur scène.
Et ça en passe aussi par la gestualité, qui est notamment dans son lien avec la parole, c'est-à-dire qu'en fait, tout du long de sa performance, tel mot ou telle expression est redoublé par un geste. Finalement, bon voilà, moi naturellement je fais ça là, en parlant. Alors là, il va vraiment chorégraphier les choses, c'est-à-dire que par exemple, quand il dit qu'il parle, enfin quand il utilise le mot parler, il fait ce geste de blabla par exemple. Quand il parle du guide, chaque fois qu'il utilise le mot guide, on le voit faire ceci. Il va faire ça pour plein de gestes. Alors certains des fois de manière assez illustrative, comme donc parler ou le guide, mais également des choses qui seraient sans doute plus difficiles d'illustrer gestuellement. Par exemple, quand il utilise le terme contradiction, il fait ceci. Et quand il utilise, pardon, je fait ceci, et quand il utilise le terme hypocrisie, il va faire ceci, la même chose mais de l'autre côté. Et donc, enfin, voilà, contradiction, hypocrisie. Et donc il fait ça vraiment pour un nombre d'expressions et de mots très importants qu'il utilise dans la performance. Donc voilà, quelque chose de vraiment préparé, chorégraphié, et qui coule, on va dire, voilà, étant donné sa pratique de danseur, il est évidemment à l'aise avec son corps et ses gestes sont fluides, assurés. Il y a par ailleurs tout ça pose une atmosphère assez apaisée et par rapport à cet emploi des gestes, il y en a, alors la plupart sont vraiment, ils redoublent le discours en même temps qu'il y a le discours, donc on est dans vraiment une continuité. Mais il y en a un, par exemple, qui oblige à une pause dans le discours, c'est quand il parle du monde. Quand il dit le monde, il s'arrête et il fait quelque chose comme ça. Je le fais évidemment moins bien que lui, moi je ne suis pas danseur. Mais voilà, alors ça revient à plusieurs moments. Et là, pour le coup, même s'il va y avoir une phrase, il s'arrête pour faire le geste du monde et puis il continue. Sur cette question de la gestualité en lien avec la parole, c'est pas inintéressant sur la question de la lecture et plus généralement de la performance littéraire oralisée, parce que c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose qui a été l'utilisation du geste et de la gesticulation, c'est quelque chose qui a été historiquement vachement rejeté déjà dès l'époque médiévale. Dans les manuels de rhétorique, on rejette ce qu'on appelle à l'époque les gesticulationes, c'est-à-dire qu'on va dire que voilà, il faut pas, on rejette l'idée de redoubler le geste redoubler la parole par un geste démonstratif, enfin qui l'illustre. Et en même temps, évidemment, tous les excès gestuels qui, pour le coup, soit le redoublement du sens par le geste, soit l'excès ou la sémantique par la gesticulation. C'est des choses qui ont historiquement été beaucoup rejetées jusqu'à l'époque contemporaine. D'ailleurs, dans la lecture qu'on peut dire de type mallarméenne, où voilà, on dit qu'il faut lire assis, sans aucun geste, etc. Donc, voilà. Quant au déroulé donc de sa performance, je vais vous la présenter voilà, plus ou moins succinctement. Brian Campbell propose 4 lectures, il les appelle comme ça, de son magazine, ainsi que nous l'apprend en début de performance un texte qui est projeté sur un large écran placé au fond de la scène. La première lecture, la plus simple, consiste à, je cite le texte qui est projeté sur l'écran derrière lui, le feuilleter ensemble. La couverture, les doubles pages et la 4e de couverture du magazine défilent successivement sur l'écran. Concernant le magazine en lui-même, son contenu se compose majoritairement de publicités pour des articles de mode et de luxe, ce qui est évidemment plutôt inattendu pour une performance artistique et peut laisser au départ un peu circonspect. Lorsqu'on arrive à peu près au milieu de la projection des pages du magazine, apparaît toutefois à l'écran une suite de photomontages agglomérant des figures humaines issues, certes, là encore, de publicités de mode, mais fortement altérées par des glitches de couleurs vives, un procédé qui révèle la nature fictionnelle de ce magazine, son côté fake. On comprend alors que celui-ci a été élaboré par Brian Campbell spécialement pour sa performance, notamment en compilant des images glanées dans des magazines de mode existants.
Une fois cette première lecture terminée, qui consistait donc à vraiment feuilleter le livre, feuilleter le magazine en projetant tout le contenu sur l'écran. Donc une fois cette première lecture terminée, la seconde est à son tour annoncée à l'écran par un texte projeté, ce dernier précisant que, cette fois-ci, je cite, « Nous allons feuilleter le magazine ensemble, en présence du rédacteur en chef de Marvelous, Brian Campbell. » Celui-ci entre alors en scène avec l'ensemble des feuilles du magazine en main, qu'il dépose au sol sur le côté gauche de la scène. Puis le magazine apparaît à nouveau à l'écran et y est encore une fois feuilleté, les pages défilent à l'écran, tandis que Brian Campbell en dispose sur le sol les pages imprimées. D'abord la couverture, puis à sa droite les doubles pages qu'il amène par petits paquets. Il déballe les 10 paquets en se mettant à genoux puis en reculant sur lui-même tout en secouant délicatement chaque paquet afin qu'il se déplie en accordéon, un peu comme le ferait une rame de papier qu'on laisserait tomber au sol. Il fait cela avec 4 paquets qui constituent l'ensemble des doubles pages du magazine. Il dispose les 3 premiers paquets à côté de la page de couverture, puis le 4e plus à droite sur la scène. Après quoi, il va chercher la 4e de couverture et la dispose à côté du dernier paquet. Ce faisant, Brian Campbell investit l'espace, il y matérialise l'existence physique de son magazine, en même temps qu'il délimite le cadre spatial dans lequel va se dérouler la suite de sa performance. Il compose de la sorte une scénographie minimale qu'il installe en direct devant nous. La lecture suivante est également annoncée par un texte projeté, que je cite. « Pour la 3e lecture, nous allons feuilleter le magazine ensemble, en présence de et accompagné par Brian Campbell. » Alors que ce texte apparaît sur l'écran, le performeur va chercher les feuilles restantes et qu'il n'a pas encore disposées sur la scène. Tandis qu'il se met à genoux sur le côté droit de cette dernière, la couverture du magazine apparaît à l'écran. Le paquet qu'il tient dans ses mains est plus volumineux que les précédents. Il s'agit en fait de l'ensemble du magazine qu'il déplie à peu près de la même manière que les autres paquets, mais cette fois-ci en dessinant avec les doubles pages du magazine une ligne sinueuse allant du devant à l'arrière de la scène. Arrivé à la dernière feuille, il la lève et la montre au public. « Ça, c'est la couverture du magazine, dit-il. » Puis il la repose et nous montre l'écran. « Ça, c'est la même chose, en plus grand. » S'ensuit une description factuelle des différents éléments composant cette couverture, le titre, le sous-titre, la photo de couverture, les 2 figures présentes sur cette photo, le tout présenté avec un ludisme presque infantilisant et de ce fait assez drôle. Voilà, ça c'est le titre, ça c'est une photo avec 2 personnes, en dessous il y a un message. Arrivé au message, « Release the beast », qu'il nous traduit, « libérer la bête », le performeur entreprend de le commenter. Assez rapidement, le dit commentaire s'affranchit de l'image de couverture et notre performeur déroule. Sa parole est lancée et Brian Campbell va pendant plus d'1 heure voguer d'analogie en analogie, digressant continuellement, tout en revenant par intermittence au contenu de son magazine dont il nous montre alors l'une ou l'autre de ses doubles pages. Il s'instaure ainsi une certaine dichotomie entre la matière plutôt théorique et, disons, philosophante que travaille le discours de Brian Campbell et le fait de relancer son propos en s'appuyant continuellement sur un magazine pop et notamment sur les publicités de mode et d'objets de luxe qu'il contient. Cette dichotomie a priori est toutefois annulée par le discours lui-même, qui est sans jugement et a tendance à horizontaliser les objets dont il s'empare. Ce n'est pas tant que tout se vaudrait, mais tout est intéressant, tout est matière à penser et à, par analogie, partir ailleurs. Cette 3e lecture constitue le cœur de la performance Marvelous, laquelle prend finalement pour prétexte un magazine servant avant tout de support à une logorée qui le déborde continuellement. Pour autant, le dit magazine est également un outil permettant à la performance d'avancer et de se relancer sans cesse. La parole, la pensée rebondissent sur son contenu. La présence, l'existence et la prétendue lecture du magazine à laquelle nous assistons sont ainsi ce qui donne une cohérence d'ensemble à une performance qui, sans ce support, donnerait l'impression de passer constamment du coq à l'âne. En vérité, c'est effectivement ce que fait cette performance, mais le prétexte et le support que constitue le magazine permet à Brian Campbell de retomber toujours sur ses pieds, en l'occurrence
dans le magazine, mais sur la scène. Le magazine Marvelous est à la fois la béquille et la boussole du discours de Brian Campbell. Il est ce qui, pour mixer ensemble un terme de Gordon Mather-Clark et une expression d'Olivia Rosenthal, permet aux performeurs de composer une anarchitecture de paroles, tout autant que de gestes et autres éléments visuels. En d'autres termes, le magazine Marvelous est ce qui donne une consistance et une apparence structurée à un discours qui fonctionne par ailleurs essentiellement sur le principe de l'association d'idées. Le magazine est en fin de compte la rotule autour de laquelle tourne l'énonciation du performeur et à laquelle il peut à tout moment raccrocher son propos. Il est ce qui lui permet de naviguer d'une scène à une autre et d'un énoncé à un autre, car la performance Marvelous est constituée de différents éléments performantiels et énonciatifs que le performeur relie entre eux, toutefois leur ordre n'est pas entièrement prédéfini. Lui-même l'annonce lorsqu'il explique que telle scène à laquelle nous venons d'assister n'est pas toujours présente dans sa performance et que lorsqu'elle l'est, elle n'arrive pas forcément à ce moment-là. Nous ne sommes évidemment pas obligés de le croire sur parole, mais la structure d'ensemble et le fonctionnement apparent de Marvelous donnent effectivement l'impression que l'ordre dans lequel s'agencent les différents éléments de cette performance est en mesure de varier d'une présentation à une autre. Au terme de cette troisième lecture, la suivante est annoncée à l'écran. Pour la quatrième lecture, nous allons feuilleter le magazine ensemble, en l'absence de Brian Campbell et accompagné par Metallica. Le performeur quitte alors la scène, celle-ci est plongée dans le noir et les pages du magazine défilent à nouveau sur l'écran, comme lors de la première lecture, mais cette fois-ci, tandis que retentit le morceau Damage Inc. de Metallica, à fond. Le performeur ayant auparavant discouru longuement sur le fait que l'univers ait été créé dans le bruit, qu'il est fait de bruit et que le silence total est impossible, cette lecture bruyante en est en quelque sorte la démonstration, ou plutôt l'illustration littérale et évidemment humoristique. Après quoi, le morceau de Metallica s'arrête en même temps que le feuilletage du magazine, dont la quatrième de couverture reste projetée à l'écran, à savoir une publicité Chanel numéro 5 avec Brad Pitt comme égérie. Intervient alors un long silence, justement, puis la lumière revient dans la salle, applaudissements. Brian Campbell est de retour sur scène pour saluer son public. Il change une dernière fois de page avec la télécommande qu'il utilise depuis le début de sa performance, et l'écran annonce la dernière lecture. Pour la cinquième lecture, vous êtes invité à venir sur scène feuilleter le magazine à votre gré. Vous avez le droit de le toucher. Le public s'exécute plus ou moins. Et c'est terminé. Bien que cette performance ait également été présentée à Vanves, Lille, Uzès et Montréal, je me base ici uniquement sur la captation vidéo de son occurrence marseillaise. Cette précision a son importance, car ainsi que je le soulignais, Marvelous n'est pas de ces performances que nous avons l'habitude de nommer spectacles et qui suivent un script et un texte figés à l'avance et une fois pour toutes, comme il est de coutume dans le théâtre dramatique standard par exemple. Brian Campbell ayant mis à ma disposition le texte de sa performance, j'ai en effet pu vérifier que son contenu et son déroulé étaient assez différents de ceux dont rend compte la captation vidéo qui me sert ici de base de travail. En d'autres termes, le texte de cette performance s'adapte et évolue au gré des occurrences de cette dernière. D'un point de vue théorique, il participe de ce que le médiéviste Paul Zumthor nommait la mouvance ou variance des textes, une notion permettant de problématiser l'instabilité et le dynamisme des formes, ce en rejetant la notion d'authenticité de l'œuvre au profit d'une prise en compte de l'unité complexe, mais aisément reconnaissable, que constitue la collectivité des versions qui en manifeste la matérialité. De plus, Brian Campbell interagit directement avec le public à plusieurs reprises, notamment en lui posant des questions et en demandant à une spectatrice de choisir entre deux emplacements pour la réalisation de son geste suivant. Ces interactions abolissent un instant la coupure scénique ou le quatrième mur, et même si elles peuvent être répétées lors des différentes occurrences de la performance, leur résultat sera propre à chacune de ces occurrences particulières. Quoique celles-ci suivent un script écrit et répété en amont,
Marvelous est donc une performance qui laisse place à une improvisation minimale, autrement dit à ce que j'appellerais une improvisation dirigée, en ce que la dite performance a une direction et s'y tient. Toutefois, celle-ci n'est pas rigide, elle est adaptative. Elle se veut et se présente d'ailleurs comme telle dans le déroulé même de la performance. Le performeur est en outre attentif à la relation qui se tisse avec son public dans l'instant présent de sa performance. Ces deux points ne sont pas innocents. Le cadre d'expérience performantielle et la relation qui se noue en son sein entre le performeur et son public étant un thème privilégié de Marvelous. C'est certainement pour cela que Brian Campbell parle à son sujet de présentation et non de représentation, ce dernier terme renvoyant dans notre imaginaire plutôt aux formes relevant du théâtre orthodoxe. En même temps, c'est peut-être également parce que Brian Campbell n'est pas français et que voilà, peut-être que le terme représentation lui convient pas non plus pour cette raison-là. Quant à sa manière de questionner le cadre performantiel au sein même de la performance, une des séquences de Marvelous est particulièrement intéressante, donc je vais m'arrêter sur celle-ci. Après avoir discouru un moment à propos des notions de contradiction et d'hypocrisie, ce en prenant comme support et élément déclencheur 2 articles présents dans son magazine, Brian Campbell annonce tout à coup qu'il a froid. Il part alors vers la gauche de la scène en disant qu'il va, je le cite, « mettre un truc », quitte la scène, puis il entre à nouveau tout en enfilant un pull gris avec un motif de paysage, des sapins de différents tons de vert et de marron, la silhouette bleue d'une montagne, une forme géométrique marron et grise sous les sapins. Dit autrement, ce pull est kitsch et assez instinctivement, le public se met à rire. Brian Campbell tire alors son pull par le bas et le montre au public. « Ça fait fake, non ?» nous dit-il. Il sourit franchement, bouche ouverte, puis entame une longue tirade d'une dizaine de minutes, laquelle semble improvisée en réaction au rire du public. L'improvisation s'entend notamment aux hésitations et répétitions dans son flux de paroles, à la présence de fin et typiques de l'oralité, et à quelques gestes parasites. Il se touche le nez et le visage, etc. À l'inverse, ce qui a précédé était un texte écrit et appris, dit de façon claire et rapide, avec une gestuelle et des déplacements bien rodés et chorégraphiés, sans aucun geste superflu. L'adresse au spectateur, clairement, n'est plus la même dans cette séquence. Aussi, celle-là intervient-elle comme une rupture du cadre dramaturgique de cette performance. Le Brian Campbell que nous avons en face de nous n'apparaît plus comme le soi-même comme un autre du performeur en action, mais, entre guillemets bien sûr, car il n'en est pas moins en représentation sur une scène, comme lui-même. Le performeur entreprend alors, pendant ces 10 minutes, de persuader le public que ce à quoi nous venons d'assister n'était pas répété, qu'il a réellement eu froid et qu'il est donc allé chercher un pull. Voilà. Il questionne le cadre et le contexte de la performance. Nous sommes dans une salle de spectacle, il est donc normal que le public pense que ce à quoi il assiste relève de la fiction. Mais là, ce n'était pas le cas, affirme-t-il. Ainsi qu'il le dit, je le cite, je reprends ce qu'il dit. Dans le moment où il a annoncé qu'il avait froid, il a basculé d'un texte répété à un énoncé qui avait un rapport avec sa condition personnelle, physique, sensorielle, qui était en l'occurrence la froideur. Pourtant, le pull était bien là, précise-t-il, c'est une évidence. Il l'avait donc bien préparé, installé sur le côté, mais seulement au cas où il aurait froid. En effet, il a déjà eu l'occasion de présenter cette performance ailleurs, nous explique-t-il, et il lui est déjà arrivé d'avoir froid pendant cette présentation. Dans ces cas-là, il met son pull, mais cela peut arriver n'importe où pendant la performance, ce n'est pas préparé, prétend-il, il était sincère. C'est ce qu'il dit. Évidemment, tant d'énergie déployée pour convaincre le public de sa sincérité attise la suspicion des spectateurs. Néanmoins, c'est indécis, on ne sait pas bien sur quel pied danser. Dans le doute, on reste sur ses gardes, on est incrédule et on attend de voir s'il se joue de nous ou pas. Comme spectateur, c'est en tout cas ainsi que je l'ai vécu. Brian Campbell imagine alors ce que les spectateurs incrédules peuvent penser.
Je le cite. Je me dis que peut-être vous pensez que je l'ai mis parce que ça a une certaine résonance esthétique et conceptuelle avec le projet. C'est plutôt malin, ajoute-t-il, comme pour flatter le public, car son pull est composé de plusieurs matières, comme un patchwork. Il s'approche alors d'une spectatrice et lui demande ce que c'est que telle matière, du polyester peut-être. La spectatrice et lui concluent que de toute façon ce pull est mélangé, c'est un mélange. Il y a également de la broderie, etc. En d'autres termes, et comme il l'avance, son pull est mixed media. Et puis, ajoute-t-il, quand on met ce pull avec ce pantalon, qui lui est dans une autre matière encore, c'est également mixed media. Or, le fait qu'il parle, qu'il y ait des images imprimées, d'autres projetées sur un écran, qu'il interagisse avec le public, c'est encore mixed media. Le pull pourrait donc être une représentation de cette intermédialité, avoir une, je le cite, résonance esthétique et conceptuelle avec son projet artistique. Le pull pourrait également servir, je le cite encore, pour faire un effet dramaturgique démonstratif plus tard. Mais non, avance-t-il, il a mis ce pull pour une raison primaire, simplement parce qu'il avait froid. Non sans humour, il avoue qu'il est peut-être un peu insistant là-dessus, ce qui peut donner l'impression qu'il nous ment. Aussi, cela l'embête car il souhaite instaurer un rapport de confiance avec le public et il a l'impression que ce rapport existe, qu'on est bien ensemble là. Alors certes, il crée des fictions devant nous, mais il lui a semblé important de préciser, pendant 10 minutes, que cette séquence du pull n'en est pas une de fiction et qu'elle n'est surtout pas un mensonge. Après quoi, Brian Campbell récapitule rapidement, comme pour lui-même, mais à voix haute, à voix basse, mais on l'entend quand même, toutes les séquences de sa performance par laquelle il est passé jusqu'ici. Il s'agit de savoir celle qui lui reste à performer par la suite. Puis il reprend le cours de sa performance, retrouvant l'adresse plus spectaculaire, préparée, répétée, qui était la sienne avant la séquence du pull. Un peu plus tard néanmoins, il s'avère que le pull a finalement une fonction. Il lui sert d'exemple lors d'une séquence à propos de l'économie du luxe et de l'économie d'aspiration. Je n'entre pas dans les détails, mais il nous fait tout un mini-cours d'économie, voilà, en lien avec son magazine de mode. Bien qu'elle ne soit pas autant écrite que les autres, ou du moins en donne l'air, en tant qu'il ne s'agit pas d'un texte, d'un énoncé préécrit et appris par cœur, la séquence du pull est donc un jeu de dupes avec le public, mais également une manière ludique de questionner avec lui les différentes modalités performantielles et dramaturgiques, sachant qu'il s'agit dans l'ensemble d'un public averti, en face de lui, habitué aux différentes formes performantielles contemporaines. Cette problématisation, cette interaction sont rendues possibles par le contexte institutionnel, Marvelous s'inscrivant dans une certaine programmation, et ayant lieu dans une salle de spectacle propice à ce type de proposition. Instaurer ce jeu avec le public aurait certainement été plus difficile si la performance avait été présentée sur la scène d'un théâtre à l'italienne, par exemple. Aussi, le sujet de la performance de Brian Campbell est en définitive le cadre performantiel lui-même, et notamment, en son sein, la relation performeur-spectateur et ce qui peut émerger dans le cours de leur interaction. Il y a deux autres séquences de Marvelous qui me semblent assez exemplaires de ce côté méta-performantiel, disons, que je vais présenter beaucoup plus succinctement. À un moment donné, en fait, il utilise son magazine projeté comme décor dans une scène précise. Alors, c'est justement après avoir... après ce moment où il nous parle de l'économie du luxe versus l'économie d'aspiration, juste après ça, il fait une analogie avec les fleuves, et de là, il digresse, il relance son discours. Il n'est plus question d'économie, mais d'eau, d'océan, de rivières, de barrages et de poissons. Globalement, il part toujours, voilà, il part du magazine, puis il digresse par analogie vraiment ailleurs, puis il revient au magazine tout du long de la performance. Puis il s'arrête donc, il y a une nouvelle digression, sans analogie ou analogie indirecte, il nous parle de l'énergie turquoise. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, ça arrive comme ça. Il y a tout un truc, presque un truc un peu
derrière de New Age, un petit peu derrière, tout du long de la performance, truc un peu hippie contemporain. Mais donc néanmoins, l'analogie se fait alors avec le magazine, puisque pour nous parler de l'énergie turquoise, il dit en gros, là voilà, on va faire séquence énergie turquoise. Et donc il va chercher, donc, il va à la page, une double page de son magazine qu'il considère comme étant particulièrement turquoise. Donc il y a quand même une forme d'analogie dans le sens où le turquoise, ça serait l'eau, puisque finalement c'est une double page avec voilà, la mer, des palmiers. Et en fait, à ce moment-là, la double page devient décor. En fait, c'est à ce moment-là où il demande à une personne du public de choisir entre deux endroits où il va s'installer. Entre-temps, bon, il a plus son pull, ou bien c'est avant qu'il mette son pull, je ne sais plus. En tout cas, il a même plus son t-shirt, il est torse nu et pieds nus. Et finalement, donc la spectatrice choisit un des endroits où il se pose, et en fait, il utilise son t-shirt comme une serviette, et il s'allonge et il reste comme ça un long moment, les doigts de pied en éventail devant la double page de son magazine, particulièrement turquoise. Donc à ce moment-là, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste de la performance, il y a vraiment, il pose vraiment un décor, et finalement le texte, enfin la projection de la double page du magazine devient vraiment le décor pour une séquence ou une scénette. Et justement, puisqu'il est resté en silence un long moment comme ça, ensuite, par analogie, son discours rembraie sur la question du silence, qui est là tout du long, jusqu'à justement Metallica à la fin, qui nous dit peut-être que la lecture silencieuse pure est impossible, et que par ailleurs il y a toujours du bruit. Et sur cette question du silence, et ça c'est une autre séquence que je trouve aussi intéressante d'un point de vue méta-performantiel, c'est une séquence où là, il va répéter la même séquence une dizaine de fois, peut-être un peu moins, où il nous parle de, voilà, que quand il se retrouve, enfin sur la question des gens qui restent en silence ou pas, et en fait, il nous parle d'une scène. Il y a beaucoup de choses comme ça, un peu empiriques, en mode souvenir, je vous raconte des choses qui m'est arrivé tout du long de cette performance, et où ça parle de, il est en soirée, voilà, et puis il y a un mec qui est posé dans un coin tout seul et qui parle pas. Et voilà, il y a de la musique, les gens discutent, boivent, etc. Mais il y a quelqu'un tout seul dans son coin qui parle pas. Et en fait, il va raconter cette scène plein de fois. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va à côté de. Il dit voilà, moi, je vais me poser à côté de cette personne et je reste là comme ça à côté d'elle et je lui parle pas et on reste dans le silence comme ça un moment et c'est tellement agréable. Et puis voilà, il répète la scène 2-3 fois. Enfin, vraiment, je sais pas, on va dire qu'elle dure peut-être 3-4 minutes. Et puis à chaque fois, il la répète. Et en fait, au fur et à mesure, ça évolue. Il y a des variations. Et finalement, ça finit en. Il est là en mode, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec? Pourquoi il nous parle pas? Voilà, okay, pourquoi il reste dans le silence comme ça? C'est pas possible. On fait la fête, c'est cool. Et donc voilà, c'est la même scène, mais avec un certain nombre de variations. Donc voilà, on peut. Donc du coup, c'est vraiment une scène de répétition, mais différentielle. Voilà, on peut penser à différence et répétition de Deleuze, ne serait-ce que l'idée qu'il théorise à partir de Nietzsche, à savoir que la répétition, c'est jamais le retour à l'identique, mais qu'il y a une différence dans la répétition. Voilà. Je ne sais pas si Brian Commel a pensé ou pas à ça ou pas, mais pour moi, c'était une forme d'illustration un peu de ça. Et par ailleurs, de manière plus directe, on peut noter aussi que justement cette scène qui se répète 5-6 fois, elle produit en fait, la répétition produit du rire chez les spectateurs. Et évidemment, c'est notamment les variations qui produisent ce rire. Alors déjà, on suit un flux de parole qui est presque ininterrompu dans tout du long. Forcément, quand on se rend compte qu'on est en train de revenir en arrière et qu'on revoit la même scène, bon, il y a une forme oui, ça peut, enfin, le public commence à s'amuser, mais évidemment après il y a aussi les variations sur sa propre réaction qui produisent ce rire aussi et qui en fait une scène évolutive qui aboutit à des conclusions contradictoires. Et voilà.
m'entendez? Oui. Non, alors je vais commencer. En fait, finalement, d'après ce que j'ai d'abord, oui, une première question. Combien de temps dure cette performance? Combien de temps dure sa performance? Oui. Euh, 1 heure et quelques, je sais pas, un peu moins d'1 heure et demie, je pense. Ok, oui, parce que tu nous as décrit dans le détail toutes les étapes, et donc effectivement, ça prend du temps. Et finalement, il nous propose plusieurs manières de lire, en fait, enfin, au moins 4 Oui, que c'est tu nous ça. as décrites. Oui, oui. Et selon ces manières de lire, en fait, il utilise la revue comme support, mais pour enfin, au moins deux usages. Ce que tu décrivais par rapport au fait de traduire en gestes certains mots, Mhm. ça, on pourrait presque prendre la revue comme une sorte de partition, dans ce cas-là, avec chaque mot qui correspondrait à un geste. Et quand la partie plus digressive que tu appelles la lecture guidée, qui est une forme de commentaire de texte finalement, du coup, Oui, ou même. c'est une autre manière d'utiliser le support. C'est plutôt un prétexte à digresser et Oui, à... c'est ça. Ouais. Finalement, c'est presque comme, d'une certaine façon, on va dire que parce que son magazine, ça serait vraiment typiquement le genre de magazine d'ailleurs, il en parle de, donc, de lire son magazine pendant qu'on est chez le médecin. Enfin, finalement, ce magazine qu'il a composé n'est pas forcément le genre de magazine qu'on va lire dans une attention soutenue. Voilà, c'est quand même quelque chose avec énormément de publicité. C'est vraiment les 2 tiers du magazine, c'est des pubs. Donc finalement, c'est vrai que ça se prête pas forcément justement à la lecture au sens noble du terme. Et donc c'est vrai que finalement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il parle de feuilleter. Enfin, je pense que c'est vraiment ce type de magazine qu'on feuillette plus qu'on ne lit. Et donc finalement, c'est ce qu'il nous fait. On le feuillette avec lui sur scène. Et finalement, la lecture elle-même s'avère, en fait, c'est une sorte de contre-lecture puisque partant de pub, il va partir sur des choses complètement autres. Et même le redoublement par des gestes de mots, c'est vraiment les mots de son propre discours et pas du magazine, parce que finalement, il y a des articles, des petits articles dans le, dans le magazine, mais jamais, à aucun moment il nous les lit en fait. On est vraiment dans. Donc Oui, il n'y a pas c'est. de moment de lecture de texte Oui, réellement. voilà. Finalement, c'est. Chaque séquence est présentée, enfin chaque séquence est présentée comme une lecture, mais finalement on est quand même vraiment ailleurs. Et c'est pour ça que oui, je pense vraiment que le magazine, en fait, c'est une forme c'est un support quoi. C'est le support qui lui permet de. Évidemment, il s'en sert. C'est pas juste un support, c'est-à-dire que telle image va produire du discours, mais d'un autre côté, c'est. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois comme une partition, plutôt. Ok, j'ai tant de séquences à faire. Je ne vais pas forcément les faire dans le même ordre, etc. Et en fait, presque comme comment on appelle ça, vous savez, les architectures de mémoire, Oui, voilà, les palais de la oui, voilà, mémoire. pas Ouais. les mémoires, etc. Bah, finalement, il est là. Pour moi, le magazine, ce serait un peu ça, mais matérialisé. Là, pour le coup, c'est pas. Enfin, c'est à la fois dans sa tête parce que, disons que les différentes séquences de sa performance sont dans sa tête. Et comment il va les organiser, il se sert du magazine Il sert pour ça. d'aide mémoire finalement. Ouais, je vois un peu comme ça, et puis comme ouais, un prétexte, et puis avec une forme peut-être d'ironie aussi, parce que c'est vrai que on s'attend pas forcément à un objet comme ça pour une lecture qui finalement n'en est pas vraiment une. Mm. Mm. Autre question. Une information que j'ai manquée au tout début, je pense que vous avez dit, c'est il est l'auteur du magazine également. Oui, c'est ça. Et est-ce que le magazine a une autonomie en dehors de la performance et une diffusion en dehors de la performance, ou il le conçoit spécifiquement pour cette circonstance? Alors, bon, en fait, je lui ai pas posé la question, mais je suis à peu près sûr que c'est un faux magazine, quoi. Enfin, ouais, ouais. Et justement, c'est ce que je disais au début. En fait, pendant la première lecture où le magazine donc passe à l'écran, la salle est dans le noir, il y a un écran et le magazine est feuilleté, il se passe rien d'autre. Quand on arrive vers le milieu du magazine, alors là, malheureusement, j'ai pas les images pour le montrer, mais vraiment, c'est d'un seul. Enfin, on voit énormément de publicité, de mode, de luxe, etc. Et puis en fait, à un moment donné, les publicités, d'un seul coup, c'est plus une vraie publicité, mais ça devient un montage. Il a pris des différentes figures dans différentes publicités, et il y a vraiment des glitches avec des couleurs très vives qui viennent altérer les images. Et donc,
on se rend compte justement qu'a priori, cette image très bizarre qui a l'air d'être faite sur Photoshop, mais un peu volontairement pour faire une image un peu altérée, salie, se retrouverait jamais dans un vrai magazine de mode et de culture, comme il l'appelle. Moi, c'était une toute petite question, mais tu dis il est américain, c'est ça? Oui. Mais par contre, il parle en français. Il parle en français, oui. D'accord. Oui, oui. Bon, il parle relativement bien français, même s'il y a des bizarreries, évidemment. Mais là, en l'occurrence, le texte a quand même écrit, et, dans son texte qu'il m'a envoyé, et où je me suis rendu compte assez vite que le texte qu'il m'a envoyé était quand même très éloigné de ce qu'il avait vraiment fait dans la vidéo. Donc c'est vraiment pour ça que c'est vachement évolutif. Mais dans le texte qu'il m'a envoyé, c'était vraiment un texte. L'idée, c'est pas qu'il soit publié comme texte. Donc il y avait même des notes d'un relecteur francophone pour le coup qui disait oui, là c'est un peu bizarre, peut-être que tu devrais dire ça plutôt comme ça. Bon, en vérité, à la fin, il y a plus de bizarreries dans la manière dont il l'a dit que dans le texte tel qu'il était rédigé, quoi. Et des bizarreries d'ailleurs intéressantes par moment. Parce que tu dis qu'il joue quand même beaucoup en France, en fait. Oui. Eh bien oui, alors en l'occurrence, je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il est... Je pense au départ, il a écrit ce texte, je pense, en anglais, et après il l'a traduit, le texte de sa performance, mais cette performance, en tout cas, je crois pas qu'il l'ait donnée en langue anglaise, quoi. Je crois qu'il l'a présenté qu'en français. Il habite Paris, en fait, donc de toute façon, il fait beaucoup de choses en France, quoi. Ok, merci. Et peut-être une dernière question pour faire un lien avec le travail de Mathieu Blanc qui n'est pas là, mais Oui. dont on peut parler parce que tu le connais. Peut-être que tu disais que la revue, c'était finalement, l'enjeu n'était pas vraiment de publier cette revue, que la publication de la revue papier, c'était pas ça l'enjeu de cette performance. Mais du coup, est-ce que ce serait la performance qui serait une publication de la revue en tant que performance, publication performée, je reprends le terme du coup de Mathieu Blon qui l'utilise pour son journal. En fait, dans son journal, Mathieu Blon commande des textes à différents auteurs et autrices qu'il rassemble pour constituer une revue qui n'existe pas sur papier, mais il la mémorise, l'incorpore et attribue des gestes aussi à différentes parties, à la fois pour décrire l'objet qui n'existe pas, mais et aussi pour publier son contenu de manière corporelle. Donc c'est une revue qui n'existe que de manière immatérielle à travers sa performance. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose on pourrait peut-être faire le lien, du coup, c'est une sorte de la même manière que le journal de Mathieu Blon est une publication performée, est-ce qu'on peut parler d'une publication performée pour Brian Campbell? Je pense que oui, puisque justement, même si pour le coup elle est matérialisée, la revue, qu'il pourrait finalement l'imprimer. Et d'ailleurs, elle est imprimée, mais pas reliée. Là, elle est imprimée pour qu'ils s'en servent, pour la disposer dans l'espace et faire une scénographie. Il n'empêche que finalement, elle existe comme revue uniquement par cette publication performée, oui. Donc oui. Même si la performance elle-même déborde la revue de toutes parts, finalement. D'autres questions? Alors dans ce cas, merci beaucoup Benoît. Merci.